Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreproms. Et aujourd'hui, on a une émission spéciale avec nos écrivains. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu nos écrivains guadeloupéens en plateau. Comme vous le savez, nous avons mis en place un partenariat avec les maisons d'édition Les Nègres Marrons et ils nous présentent des écrivains guadeloupéens une fois par mois. Surtout que là, ils ont mis une nouvelle opération en place puisque justement, chaque mois, ils auront des événements particuliers. Donc, nous avons des écrivains en plateau qui vont vraiment vous expliquer ce qu'ils font et comme ça vous allez pouvoir les suivre puisque chaque semaine ils auront chacun leur semaine et ils pourront vraiment vous faire découvrir leurs livres et je pense que vous pourrez même aller à leur rencontre. Alors tout de suite sans perdre beaucoup de temps puisque comme vous savez ça va très vite parce qu'avec les livres il y a toujours des choses très très intéressantes à dire. Donc bienvenue à vous, bonsoir. Alors monsieur Harry Broussillon. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter et expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Je suis Harry Broussillon, je suis sociologue. D'accord. Je suis historien également. Donc, je fais de la socio-histoire. Et donc, je viens de publier un ouvrage sur la négatitude au travail. La nég-attitude au travail. Donc, le comportement des nègres au travail, des nègres de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et donc c'est le tome 1 d'une série qui sera... Les autres viennent. Et le tome 1 parle d'une dimension de la négatitude au travail, c'est la prétendue paresse des nègres. Ah, donc c'est le tome 1, c'est de ce que je vais vous parler. D'accord, intéressant, on va en parler tout à l'heure. Alors avec nous, monsieur Samuel Kramer. Bonjour. Bonjour, alors allez-y, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites aussi. Voilà, donc Samuel Kramer, je sors mon premier recueil, La tribu des rimes crépues. Donc c'est un recueil de poésie et on va pouvoir en parler un peu plus en détail avec tout un concept qui va autour, la création d'une tribu justement et la participation donc d'artistes dans différents événements qui sont à venir dans les semaines qui viennent. D'accord, alors en plus je vois vous avez un t-shirt Nègre de raison. Tout à fait. Alors ça m'intéresse plus que l'autre expression. Alors qu'est-ce que c'est rapidement? En fait c'est un aphorisme qui fait partie donc de quelques... que j'ai écrit, mais qui me plaît particulièrement parce qu'il répond à deux notions. La première, c'est celle du nègre de maison. Qui va vraiment falloir abandonner au bout d'un moment. Tout à fait. Et la deuxième, c'est une réponse aussi à l'idée que la raison serait hélène et l'émotion nègre, et qui nous place souvent du côté de l'émotionnel. Et donc, je m'inscris en faux en disant que non, on pense. Et on sait raisonner, réfléchit, d'ailleurs, on est très raison. bon pour ça. Voilà. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Et avec nous, alors un monsieur que j'ai déjà eu l'occasion de voir en plus, Franz Dorizo. Durizo. Bon, on va y arriver. Durizo, il faudrait que je lise au moins ce qui est marqué au moins sur mes fiches. Alors allez-y, expliquez-nous ce que vous faites. Et Bonsoir. Bonsoir, donc moi je viens pour présenter mon deuxième roman, Parole Côte-Assez Grand Chemin. Donc voilà, c'était la dernière fois par rapport au premier roman, c'était Les Pommes Surettes. Donc maintenant le deuxième est sorti en décembre et je suis là pour faire la présentation de ce livre. Alors est-ce que c'est la continuité ou ça n'a rien à voir, c'est toute une autre histoire? En fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, il y a toujours des petits liens, des petites parenthèses. Donc celui qui va lire La Parole Côte-Assez Grand Chemin va retrouver évidemment des choses qui sont en rapport avec les Pommes Surettes, mais la suite des Pommes Surettes arrivera normalement l'an prochain. D'accord, bon, on va commencer avec vous, comme vous êtes déjà, comme on dit, à l'antenne. Alors, parlez-nous de votre livre. Comment vous avez eu envie d'écrire le deuxième et comment l'idée est arrivée? Expliquez-nous tout ça. Alors, déjà, le deuxième vient parce que le premier m'a donné un courage. En quelque sorte, j'avais brisé la glace, je pouvais aller plus loin. Je me sentais, comment dire... légitime dans l'écriture d'un deuxième livre. Je pense que le deuxième est plus dur en fait que le premier. Et le premier vient plus des tripes. C'est quelque chose qui est plus spontané. Avec le deuxième, on s'est comme déjà attendu un peu, donc c'est un peu plus stressant, c'est un peu moins naturel, je veux dire. Un peu moins naturel. Voilà. Et donc ce livre, malgré tout, comme j'écris tout le temps, donc c'était pas si compliqué à rédiger. C'est une histoire, c'est sur la transmission. L'histoire, elle est sur la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on va donner à les générations suivantes.
Et en fait, le livre il parle de ça à travers une discussion entre deux personnages, deux hommes de gros cap qui discutent le long du chemin. J'allais vous demander, est-ce que c'est aussi de la fiction? Parce que le premier, me semble que c'était... Oui, de toute façon, moi j'écris de la fiction, je ne sais pas, je ne suis pas historien comme M. Blessy. Donc non, moi j'écris de la fiction, ça reste toujours sur la base de la Guadeloupe, sur les lieux. Exactement. Dans ce livre, comme ils vont cheminer en Guadeloupe, ils iront dans différentes parties de l'île, aussi bien Marie-Galante, donc ça commence à Gros-Cap, et une histoire se passe à Marie-Galante, d'autres se trouve à Basse-Terre, à Morne-à-l'Eau, vraiment un peu partout. Et donc j'essaie de décrire cette Guadeloupe, de dépeindre cette Guadeloupe, avec évidemment mon regard, mais ça reste du roman, donc ce n'est pas non plus quelque chose d'historique. D'accord. Alors, comme vous étiez venu justement l'année dernière, quand on a commencé, quand on a lancé le partenariat avec les maisons d'édition d'Aigues-Marron, quel est le retour que vous avez eu? Est-ce que vous avez pu avoir une bonne promotion de votre livre? Est-ce que les gens ont pu découvrir votre livre? Est-ce que vous avez vendu, j'espère, beaucoup de livres? Est-ce que vous avez bien continué la communication dessus? Comment ça s'est passé pour vous? Il faut avouer que le premier, j'ai pas eu... Ça a aidé, le passage a aidé, puisqu'en fait, ça a permis de terminer complètement le stock qu'on avait. C'est vrai? C'est-à-dire que là, le livre il est en rupture de stock. Il a été réédité, justement. On vient de le rééditer. Là, c'est arrivé juste avant le confinement. Suite au passage par rapport à ce qu'on a mis en place. Oui, voilà, ça a permis de... tous les livres ont été... voilà, ça a été pas mal. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même, il y a du retour, bien sûr, parce qu'il y a une visibilité sur Internet, et ça, c'est très important maintenant. Voilà, donc il y a des gens qui m'ont envoyé des petits messages, m'ont dit, on va essayer de le trouver. Tiens, on ne le trouve plus, comment ça se fait, etc. Et, bon, voilà. Et puis, donc, Didier a recommandé des livres, et ils sont arrivés. Donc, à nouveau, il y a un stock de livres, donc on peut retrouver sans problème les brochurettes. D'accord, vous avez déjà commencé à faire des séances de dédicaces à des endroits? Alors moi non, parce que je suis de Basse-Terre. D'accord. Et en ce moment à Basse-Terre, c'est un peu désert, parce que les Basse-Terriens ont l'habitude de partir plus sur la grande terre, pour aller à l'hôtel, etc. Donc il n'y a pas grand monde à Basse-Terre en ce moment. Mes collègues ne sont pas là. Donc ça sera à la rentrée. En septembre, je vais faire une séance de dédicace. Mais pour l'instant, je fais des vidéos. Donc sur le livre, un site sur Facebook, moi aussi, je fais des vidéos chaque semaine de présentation des 2 ouvrages. Donc ça fait beaucoup de vues, donc c'est une façon aussi de faire de la publicité. J'ai pas mal de vues, pas mal de retours. Et ceux qui sont intéressés, je leur fais des livraisons à domicile, des livraisons dédicacées évidemment. Donc il y a quand même laissé un petit message, comme je sillonne la Guadeloupe pour mes vidéos, donc en passant je dépose des livres. On laisse le message où? Ben, sur mon Facebook, Franz Durizo, voilà. Ou bien sur mon YouTube, Franz Durizo, ou bien sur Instagram, Franz Durizo. D'accord, très bien. Et on va ou bien au pire sur les éditions d'Aigues-Marron aussi, puisqu'ils transfèrent les informations. Toutes les demandes et toutes les informations. Ça c'est très bien, c'est une chose qu'il faut qu'on continue. Et après, on va vous faire venir pour voir comment on va faire pour garder les gens à Basse-Terre et pour faire descendre les gens de Grande Terre pour qu'ils puissent venir découvrir toutes ces choses-là, et ça nous permettra de visiter en plus les vacances. On va en profiter. Alors, à côté de vous, allez-y, parlez-nous de votre livre. Comment est venue l'idée? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça raconte? Dites-nous tout. Alors, c'est un recueil de poésie. Donc, ça parle pas de... C'est pas une histoire, c'est différents poèmes qui sont ancrés. Donc, le recueil s'appelle La tribu des rimes crépues, et il est venu d'une réflexion double. D'abord sur la question donc dans l'écriture elle-même, je parle de rimes crépues parce que justement le terme crépus, il rappelle quelque chose d'assez évident, c'est le cheveu qui est un marqueur identifiant très fort, mais c'est aussi un cheveu qu'on a essayé de lisser, de cadrer, de décrier, et qui malgré tout, quand on lui fout la paix, mais il revient à son état naturel. Donc c'est un cheveu qui est par définition hors cadre, en tout cas hors de la norme ambiante. Monsieur Broussillon, sociologue, va me rejoindre sur la question de la norme et de la norme dominante. Et donc cette écriture-là, justement, se veut en contre-pied donc de cette norme dominante. Et puis je joue aussi sur la notion de crépus autour du terme crépusculaire, donc le crépuscule, où je rapporte ça à notre identité d'antillais, où nous sommes justement ce que je pense être des êtres crépusculaires, entre deux temps, entre deux mondes. Nous avons donc une ascendance africaine évidente, on la revendique beaucoup moins, mais nous avons aussi une ascendance occidentale.
dans notre culture. Nous sommes à peu près tous métissés d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous sommes dans cette entre deux temps, entre le jour et la nuit, entre deux cultures. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, justement, j'avais des questions sur le fait que je n'écris pas en créole. Je suis antillais, mais le créole n'est pas là. Mais en même temps, toute mon écriture, tout mon être parle antillais. Et en même temps, je suis parti une bonne quinzaine d'années en Occident, enfin en Europe, Paris, Londres, etc. Et où j'ai vécu des choses différentes qui m'ont fortement impacté mon identité. Et donc, je me rends compte que, voilà, je suis un Antillais qui a vécu dans des grandes villes. Vous êtes revenu? Je suis revenu depuis 2 ans. Il faut revenir. Oui, ça c'est mon message, pardon. Allez-y, rentrez, nous on peut sonner une émission pour ça, pour que les gens reviennent. Donc répétez-le encore depuis 2 ans. Il faut rentrer partout où je passe, je le dis, il faut rentrer. Il faut rentrer. On a besoin de notre force vive, on a besoin de nos cerveaux. Il faut absolument rentrer. Et donc, voilà. Et donc, cette idée justement de crépusculaire, ça se retrouve, c'est un gimmick qu'on retrouve beaucoup dans le recueil, à la fois dans l'écriture, dans les thèmes que j'aborde, puisque c'est une vie très urbaine dont je parle. Je parle d'amour, mais je parle aussi d'alcool, je parle de la fête, je parle de l'exil, je parle des choses qu'on peut vivre en trentenaire dans une métropole européenne. Et en même temps, je parle aussi du retour au pays, je parle du manque que ça représente de ne plus être chez soi. Et puis, il y a la deuxième partie de la réflexion et autour de la tribu des rimes crépus. Pourquoi? Parce que quand je parle de tribu, je pars du principe que tous les artistes, tous les créatifs, on partage quelque chose de particulier, une vision du monde en décalé, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos disciplines, nos talents, ce que nous faisons. Je prends souvent cet exemple. Vous savez, quand il y a un rayon de soleil qui traverse une pièce un peu sombre, on va demander à plusieurs personnes de le décrire. Donc, le physicien va parler de photons qui traversent, etc. Voilà, l'architecte. Mais l'écrivain, le musicien, le plasticien, ils vont voir une histoire derrière, ils vont voir un jeu de couleurs, etc. Et c'est ce petit décalage-là, c'est notre dénominateur commun le plus petit entre les créatifs, qui fait qu'on appartient justement à cette idée de tribu. Et donc, quand donc c'est un travail de réflexion, je me dis, voilà, j'ai une tribu. Comment ça va se passer, comment je peux la matérialiser. J'ai commencé donc par travailler autour de la répétition du texte, parce que le texte, justement, c'est... je prends toujours des images assez triviales, mais ça nous permet de vraiment visualiser. Quand on parle de tribu, quand on imagine un peu la tribu, on imagine le groupe autour du feu qui va psalmodier, qui va scander, qui va répéter un même texte. Et quand on se déplace, on va dans les stades de foot, qu'est-ce qu'on fait? On chante ensemble des chants de supporters, on va à manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On chante ensemble. On sort de boîte 3 mecs bourrés à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On chante Aznavour. Donc voilà, il y a cette idée justement que la répétition du texte nous unit et forme une espèce d'unité, un peu comme le Léviathan. Donc la multiplication des individus va créer quelque chose de nouveau. Et donc je pars de ce principe-là, et donc je suis parti sur cette idée de créer donc 3 éditions du même recueil pour manifester concrètement l'idée de la répétition. D'accord. Pourquoi Kramer? Ah, pourquoi Kramer? C'est Samuel Kramer. Donc, mon vrai prénom, c'est Samuel. Et je suis un grand amateur de Baudelaire. Et Baudelaire, il a une nouvelle qui s'appelle La Fanfarlot. Et le personnage principal, c'est Samuel Kramer, qui est une espèce de poète un peu naïf, éthéré, qui pense qu'il maîtrise un peu tout et qui se fait balader par les filles. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. D'accord, bon, on va revenir tout à l'heure pour reparler un petit peu de votre livre. D'ailleurs, j'aurais une question pour savoir s'il y a des poèmes d'amour, puisqu'on dit que les Antillais ne sont pas romantiques, donc on va voir s'il y en a. C'est du spleen. Voilà, donc on va voir s'il y en a, et peut-être vous allez nous en lire un. Alors, on va venir justement à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre et de vos études, de ce que vous avez mis dedans? Oui, alors moi, je ne suis pas dans la poésie. Oui, vous êtes dans le concret. Et c'est pas mieux. Et on en a besoin quand même. La poésie, c'est bien, puisque on se projette, on travaille l'imaginaire, et puis on travaille le beau. Tandis que le travail que j'ai fait, je ne sais pas si ça parle du beau. Quoique je me suis inspiré beaucoup de la poésie, parce que je cite beaucoup des écrivains poètes,
que ce soit Tyrolien, Damas, Senghor, Sonny Rupert, enfin, on les trouve tous là-dedans. Ou alors Simone Schwarzbach, voilà. Donc c'est ponctué de poésie. Mais en fait, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est part du fait que depuis un certain nombre d'années, la question du management en Guadeloupe se pose. Comment diriger les équipes de travail? Oui. Que ce soit dans l'entreprise privée ou l'entreprise publique. Certains ont écrit avant moi sur le commandement nègre, est-ce que nègre peut diriger nègre, etc. Moi, j'ai voulu aborder le problème, disons, à partir de ma formation, en tant que socio-historien, je dis, et à partir de mon expérience professionnelle. J'ai travaillé au CHU pendant 30 ans, je viens de partir à la retraite, là, je pars ce mois-ci. C'est vous qui dirigiez les équipes? J'étais directeur adjoint. D'accord. Donc, oui, et j'étais directeur de la formation continue et de la qualité de vie au travail. Bon, mais j'ai réfléchi sur la question du management hospitalier pendant un certain temps. J'ai écrit déjà là-dessus, d'ailleurs. J'ai publié un livre là-dessus il y a plus de 15 ans. Et quel est le discours que tiennent les cadres de l'hôpital? C'est de dire que nous avons, nos cadres guadeloupéens, je parle des cadres guadeloupéens, les mêmes difficultés que les cadres hospitaliers en France, des difficultés liées à la pénurie de moyens, aux mauvaises conditions de travail, aux restrictions financières, et voilà, à l'absentéisme du personnel et tout. Mais nous avons une difficulté additionnelle. Et celle-là, c'est parce que nous dirigeons les Guadeloupéens. Et diriger les Guadeloupéens, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ils ont organisé d'ailleurs, pendant les 5 dernières années, 3 ou 4 colloques d'ailleurs là-dessus, pour essayer de se pencher sur les Guadeloupéens, pour voir comment traiter la question de l'autorité, du commandement, de la hiérarchie, etc., en Guadeloupe, en milieu guadeloupéen endogène. Et donc, j'ai décidé de travailler là-dessus. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu, on n'a pas encore dégagé des clés managériales. Il y a eu des écrits. Mais quelles clés? Comment faire? C'est pas s'agit de plairer, mais comment faire concrètement avec nous qui sommes nous? Puisque nous prétendons, je prétends que, bon, il y a une manière de faire en Guadeloupe qui n'est pas, disons, celle d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous avez été formé en France, dans des écoles de management en France, vous avez suivi des stages où vous êtes passé du GEX dessus en pensant que vous êtes devenu plus blanc qu'ailleurs, enfin que vous êtes vraiment, et que vous allez appliquer les techniques de management occidentaux ici chez nous. On ne dirige pas des Japonais comme des Italiens, comme des Français, comme des Chinois, etc. Chaque peuple a sa culture. Oui. Donc ça, c'est quelque chose pour nous, enfin pour moi, qui était évident. Donc, je me suis dit que je vais écrire une série. Une série. Puisque pour traiter cette question-là, il faut partir de très loin. Et la première série, elle traite, c'est la paresse d'ailleurs. La paresse. Feignant depuis l'Antiquité. C'est qu'est-ce que l'on dit de nous? Qu'est-ce que l'on dit de nous? Alors, ce que l'on dit de nous, c'est que nous sommes fainéants, voilà, et puis tous les trucs. Bon, il y a des proverbes aussi sur notre fainéantise, il y a plein de choses qui se disent. Bon, mais ce qui se dit de nous, d'où ça vient? Pourquoi on dit ça de nous? Et donc, je traverse un peu cette thématique pour traiter de ce que l'on dit de nous et pourquoi on le dit. On le dit de nous pourquoi? Alors, on dit d'abord que nous sommes fainéants naturellement, génétiquement, congénitalement. Nous sommes feignants. Ça, c'est parce que nous sommes noirs. Oui, noirs. D'accord. Voilà. Nous sommes noirs, feignants naturellement. On dit aussi que nous avons été maudits, que le travail nous a été donné comme damnation. Nous sommes les enfants de Cham, ok? Que Dieu nous a donné le travail et que nous, pour résister, nous avons fait feignants. Et je vous raconte l'histoire, effectivement, il n'y a pas la seule, mais il y a plusieurs histoires qui existent sur le fait que les bon Dieu était qu'à distribuer qualité, eh il nous a donné tous rendez-vous là-haut avec la Vierge Marie et tout. On devait se présenter. Et puis, le blanc est arrivé avant. Oui, nous pâtés là. Non, on est venu. Mais le blanc est arrivé avant avec son casque colonial, bien mis, etc., bien escampé, quoi. Il arrive, on lui donne une enveloppe, on lui donne l'argent. Le mulâtre arrive un peu de temps après parce que lui, comme c'est un beau parleur, il est resté farandolé en chemin. Il joue une petite madame, il parlait baillot, il veut s'y barreta. OK? On lui donne quand même une plume. C'est la connaissance, le savoir. La connaissance. Et le nègre arrive tard, il s'est réveillé tard, bien sûr. Comme d'habitude. Il s'est à peine lavé, il s'est envoyé de l'eau sur les bras. Avant d'aller, il est passé dans un bistrot, il prend des graines. Forcément. Après, ça a songé, bon, j'étais qu'à en là, il arrivait. Et puis, il a trouvé ce qu'il attendait, c'était une grosse caisse. Grosse caisse pleine. Et il a dit, ah bon Dieu, sauvez-moi, parce que, bon Dieu, ben, moi, un cadeau plus gros qu'il t'a les autres. Et donc, il descend, il rentre chez lui, et quand il arrive, il ouvre ça pour que sa femme voit ce que Dieu lui a donné. Il lui a donné rose, sable, puis croix. Ouais, des outils de il dit comme ça, c'est ça pour faire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, ce nègre-là?
il prend son tambour, il se met à battre. Parce que le nègre est comme ça, quand il souffle, il chante, et quand il est content, il chante. Okay? Bon, donc, c'est pour parler un peu de ça. Le deuxième temps, c'est de dire, il y a aussi sous l'esclavage. On dit ça de nous parce qu'il a été dit que si on nous libérait trop tôt, que nous n'allions pas travailler. Oui. Et tout le débat qui a cours entre 1830 et 1848, par exemple, sur la question de l'abolition, est ponctué par ces arguments-là, en disant, mais si on les libère, ils ne vont pas travailler. Et on a l'expérience des colonies anglaises, où l'esclavage a été aboli en 1830. On n'a pas libéré les nègres totalement parce qu'ils sont passés par un statut d'apprenti. Il y a eu l'apprentissage. Parce qu'on te dit que pour pouvoir accéder à la liberté, il faut que tu apprennes ça. Donc, au niveau des colonies anglaises, il y a eu une phase d'apprentissage. Mais même dans la phase d'apprentissage, il y a eu fait feignant. Et donc, les planteurs esclavagistes en Guadeloupe disent non, pas question. Et puis, le fouet. Le fouet, c'était pourquoi? Et quand je dis ça, ce n'est pas des paroles que j'invente. Hein. Tout ce que je dis, c'est justifié par des déclarations. Il disait que le fouet, eh bien, c'était pour enlever les nègres de leur torpeur. Que si on ne les fouettait pas, ils n'auraient jamais travaillé. Parce qu'ils ont une tendance naturelle à la paresse. Ouais, naturel, oui. Donc, on traite de ça. Ce que l'on dit de nous aussi, ça a été forgé par l'école. Et puis, il faut voir que l'école de la Troisième République notamment, quand la France a pris la défaite de Sedan, il partit en Afrique pour coloniser, avec son école de Jules Ferry, laïque, obligatoire, etc., eh bien, on a développé l'idée aussi, on a conforté l'idée que ces civilisations-là étaient inférieures. Et Jules Ferry dit justement que les nations occidentales, les civilisations occidentales ont l'obligation, disons, d'éduquer, de civiliser, de former des nations inférieures. Mais pas seulement Jules Ferry, mais Victor Hugo a répété des trucs pareils aussi. La lumière. Donc, et quand on regarde les livres d'histoire et de géographie de l'époque, ils défendent la thèse que nègre feignant. Et puis il y a eu enfin nous-mêmes. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que nous répétons ce que l'autre dit. Exactement. Nous regardons avec le regard de l'autre. Et nous trouvons des Guadeloupéens, des cadres, mais des gens comme ça qui disent, oui, eh bien, Guadeloupéens feignants. Ouais. Ou alors qui vont jusqu'à dire, je parle de choses vécues, concrètement, j'étais allé au Sénégal, et puis Sénégal, avec les voyages organisés, on voit une situation, pas de grande misère, mais de pauvreté, disons, où j'entends un Guadeloupéen dire, heureusement la France tire nous là. Oui, ça... Mais heureusement, la France tire nous là, ça signifie heureusement, ils mettent nous esclaves. Heureusement, nous passer par la phase de ça pour vite. Mais ça renvoie à un discours d'avant où on considérait que l'esclavage était la nécessaire transition pour nous permettre de passer de l'état de sauvage à civilisé. Donc, voilà, c'est cette thématique-là qui apparaît, qui est abordée dans le livre à partir de cet angle et qui va se poursuivre après sur d'autres ouvrages, parce que c'est une série. Le prochain ouvrage dira bon, voilà, ça c'est ce que l'on dit de nous. Le deuxième, c'est qu'est-ce que nous donnons à voir? Puisque si on le dit de nous, c'est qu'il y a des choses que nous montrons. Qu'est-ce que nous donnons à voir? Le troisième, c'est que notre comportement, il est déterminé par quoi? Et revenir à l'histoire. Et le quatrième, ce sera, eh bien, quel sera le guidonnage Bocase? C'est-à-dire, quelle sera la forme de management guadeloupéen qu'il faudra mettre en place? Donc, c'est ce que j'appelle le guidonnage Bocase, ce management endogène et autocentré, et donc dégager quelques clés qui, disons, pourraient être débattues et éventuellement servir. Ben justement, j'avais deux questions. Donc la première, puisque vous avez dit que ce sont des choses, chaque communauté a sa culture, est-ce que la paresse et la manière dont les gens nous voient, c'est aussi valable pour la Martinique, la Guyane, étant donné qu'eux aussi ont subi de toute façon la même histoire que nous? Oui, le livre c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, de la négritude du travail. Ça parle de Guadeloupe, Martinique et Guyane. D'accord, donc ça c'était ma première question. Et la deuxième question, par rapport à cette histoire de management, comment vous voyez dans la société le fait que les gens, alors, soit se plaignent qu'ils ne peuvent pas revenir parce que, justement, ce serait difficile de pouvoir être responsable de Guadeloupéens ou bien de Martiniquais? Comment vous voyez ça, vous, dans notre société? Parce que c'est un gros problème qu'on a actuellement. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. Enfin, c'est un problème, c'est les gens disent que c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. Non, les gens disent ça. Les nègres ne peuvent pas diriger les nègres. Bon, effectivement, il est une réalité, c'est que c'est comme la théorie du fanchou. Ouais, nous sommes dans le fanchou. Moi, je disqualifie ça complètement. Et là, c'est encore notre manière à nous de nous autoflageller tout le temps, de nous autoflageller. Non,
Il y a des difficultés à être, comme dans toutes les petites communautés. Ça existe dans les villages en France aussi. Bon, tout le monde qui habite à un monde, ça existe. Okay? Mais pourquoi, quelle difficulté il y aurait à diriger des Guadeloupéens si nous, managers, nous nous posons réellement en tant que Guadeloupéens? Autrement dit, nous ne venons pas pour diriger comme l'autre, avec le regard de l'autre. Ça, c'est ce que les gens, parce que moi, j'ai vécu des trucs au CHU. Il y a un cadre qui part faire une formation en France, et qui a fait une formation dans une école de cadre. Elle revient, elle est cadre de service, ok? Elle revient dans un service, et puis elle veut appliquer dans son service-là, bon, tout ce qu'elle a appris sur nous, là. On n'est pas français, nous. Il y a une manière de voir, de composer. Il y a des fondamentaux à respecter dans le management. Il y a des fondamentaux à respecter, mais sauf que vous n'allez pas diriger comme en France. Par exemple, il y a des gens qui disent que vous dites tout le temps, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Ou pas, il a dit, on a fait ça pour moi parce que si travaille, il fait. Oui. Bon, mais quel est le problème de dire, fais ça pour moi? Qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Si dans notre culture, la relation affective, elle est importante. Moi, je suis responsable d'un service. Je porte un truc à ma secrétaire, je lui dis, bon, vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît. Faire ça pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai supplié? Non. Parce que je sais de toute manière que si elle ne le fait pas, je lui dis, bon, écoute, je t'ai dit de le faire, un point, un trait, quoi. OK? Mais je sais que la porte d'entrée, c'est ça. Donc, il faut essayer de voir comment nous fonctionnons, quel est notre rapport à l'autorité, comment le Guadeloupéen a perçu historiquement le cadre guadeloupéen. Est-ce qu'il pas voyé qu'on commandait en l'esclavage ou qu'on gérait l'habitation là? Et si tu viens, quand tu as la posture du géreur d'habitation, comment tu fais? Pourquoi les conflits sociaux dans les entreprises sont plus violents quand il s'agit de Guadeloupéens contre Guadeloupéens? Pourquoi? Mais c'est parce que le Guadeloupéen qui vous voit là, ok, est en poste de responsabilité, souvent il considère que vous avez un poste qui est usurpé. Parce que normalement, c'est le blanc qui est là. Donc votre fonction elle est usurpée, première chose. Et vous, à présent, donc lui, qui a essayé d'imiter, et toi, de ton côté, tu te dis, bon, c'est parce qu'en sentinelle, parce qu'en étant même commune, eh bien, bon, quelqu'un habite comme ça, qui est montré. Donc en fait, c'est des conflits. On arrive dans un truc là où on s'achoppe, alors qu'on aurait pu travailler mieux. Ensemble. Parce qu'on se connaît. Pourquoi? Parce qu'on se connaît, on est plus en désaccord. C'est quand même paradoxal. Oui. Donc je crois que l'idée en tout cas celle que je poursuis, mais je ne sais pas si j'y arriverai, puisque ça demande beaucoup de discussions et beaucoup de doigté, c'est arriver à dégager les clés, en considérant que nous avons un rapport historique avec la hiérarchie, avec l'autorité, avec le commandement, avec le temps. Pourquoi le cas dit qu'on s'accueille, bon, nous toujours au sprint, c'est à les sprint que nous y est, nous ne sommes pas dans des démarches projets sur le long terme, on fait toujours des choses au dernier moment. Pourquoi? Quand au CHU, on disait que l'hôpital allait se construire dans les 15 ans. Mais comment voulez-vous que le Guadeloupéen qui est là voit l'hôpital dans 15 ans? On n'a pas de visibilité sur 15 ans. Oui, ça. Nous sommes une nation jeune, ce n'est pas comme les Chinois. Quand les Chinois vous disent ça va prendre du temps, mais c'est une civilisation millénaire. Exactement, c'est une civilisation millénaire. Ils ont 2000 ans. Donc, l'espace-temps pour nous, 15 minutes, c'est déjà en l'eau. Ouais. Okay? Maintenant que l'hôpital va se faire là, en 2022-2023, donc ils le voient. Donc, dans votre management, vous mobilisez des gens sur du court terme. Vous allez dire, bon, gars, ça va, c'est là nous y est, mais c'est là nous y est. C'est là nous y est. Quoi faire, mais voyez-vous, c'est là nous y est. Et il va se mobiliser pour ça. Et vous allez l'emmener après plus loin. Donc, c'est des challenges. Intéressant à savoir. Donc, ce sont des choses, bon, je ne sais pas ce que la poésie peut dire par rapport à ça, mais très certainement, quand je t'ai écouté parler, je me suis dit, bon, c'est intéressant parce que dans ce que je dis, parfois, disons, le regard, il est scientifique, il est objectif, etc. Mais les gens des lettres et de la littérature, disons, ont une sensibilité que nous n'avons pas, qu'ils perçoivent différemment. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans mon écrit, je fais appel à eux parce qu'ils savent dire les choses différemment que mon langage. Oui, parce que vous voyez. Oui, mon langage, il est très machin, mais eux, ils essaient de la sociologie et tout. D'adoucir tout ça. D'accord, en tout cas c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous faites des conférences? Oui, le livre fait juste sortir, mais je faisais des conférences avant déjà sur cette thématique-là, puisqu'en fait c'est un peu la synthèse de ce que je dis, que j'ai écrit par des articles, des communications que je fais, et puis bon, on va partir bientôt en conférence. Bon, ben d'accord. Je vais surtout travailler les deux autres qui arrivent là, parce que
pour C'est un que vous package. puissiez- C'est un package. Alors, un poème. Oui, un poème d'amour. Oui, pourquoi pas. Puisqu'on a dit que les Antillais ne sont pas romantiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Qui a dit ça? On entend souvent ces genres de conneries. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on entend comme beaucoup de bêtises. Je vais vous dire même que le mouvement, on va dire, duquel je me revendique avec l'agneau pimenté, qui est mon frère de plume, et qui a contribué à quelques poèmes aussi sur le recueil, c'est le romantisme nègre. Donc à partir de ce moment-là, De toute façon, qui fait franchement, que ce soit les slow, les zouk, tout ça, c'est les noirs. Donc on est très romantique, tout le monde est romantique. Cette histoire de les hommes sont des sauvages, les femmes aussi, il faut arrêter ça aussi. Alors allez-y. un poème, il s'appelle DL. Je me perds dans tes yeux, comme on se perd un soir sans lune dans le dédale des grands fonds. Le soleil se pousse vers la montagne et il me semble voir ta silhouette, allongée sous le ciel. Tes pieds délicats baignant dans l'or et le saphir, du ciel de DL. Et ta peau, à la couleur de la terre qui m'a vu naître. Et ta peau m'est précieuse, émeraude de vie, couvrant la terre qui m'a vu naître. Je voudrais goûter tes lèvres, comme enfant je goûtais la douceur fraîche et acide d'un sorbet maracuja, les yeux dans l'horizon. L'eau de ta bouche aura le goût du bonheur. Je la lécherai, ainsi que des gouttes sucrées de la passion, coulant sur mes doigts, fondant sous la caresse du ciel de la plage, fondant sous la caresse du soleil sur la plage de Coutances. Alors je baiserai tes mains, tes hanches, tes cuisses, épicées et salées par la moiteur du jour qui s'ouvre. Je me perds dans tes yeux. Approche-toi. Ta main dans la mienne, mes cerfs-volants retrouvés. Un baiser dans le cou et tu ris. Je les saisis à la volée. Alors je serre, fort, pour retenir qu'au prochain souffle des parcs ne s'échappent ni les fils de mon enfance, ni les lignes de ta silhouette. C'est une déclaration d'amour radé, ça? Entre autres. Bah, franchement, c'est très, très joli. Est-ce que vous avez un petit mot, peut-être sur votre livre, un petit passage que vous préférez, que vous voulez nous lire? Je préfère... j'aime tout mon livre, en fait. Oui. Alors, bon, si on va parler d'amour, j'ai une histoire que j'aime... qui parle d'amour, mais pas l'amour comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un amour entre personnes jeunes. C'est une histoire qui parle d'amour, mais de personnes beaucoup plus âgées. Donc ce sont c'est un couple qui s'appelle Philao et la femme s'appelle Jessica, qu'on retrouve déjà justement... C'est ce que j'allais dire. Absolument. Je me souviens de Philao. Et voilà, tout à fait. Donc il y a une petite histoire qui parle d'eux là, quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc Philao perd un peu la mémoire, il a atteint la maladie d'Alzheimer en fait. Et il se balade au niveau du phare de Vieux-Fort. Il n'y avait rien d'autre qu'un long chuchotement d'Alizé capricieux glissant sur une mer d'huile. La mer est étonnamment calme, dit-il alors à Jessica. Elle le regardait et lui sourit. Il me semble que tu me l'as déjà dit, mon chéri. Ah, je ne m'en souviens pas. Mais tu as sûrement raison. Ils continuèrent à descendre le ponton qui menait au phare de Vieux-Fort. Elle était accrochée amoureusement à son bras, le serrant aussi fortement qu'elle pouvait. Non pas qu'elle avait peur de glisser ou de tomber, et ne craignait pas non plus d'être déséquilibrée par une bourrasque d'un vent parti en vacances. Elle le serrait fort parce qu'elle aimait, tout simplement. Un peu plus qu'hier et bien moins que demain. Lui tentait de gonfler le torse et marcher de façon altière, comme quand il avait 40 ans. Il y a déjà plus de 40 ans de cela. Il était fier d'avoir sa femme qu'il empoignait fermement, comme pour marquer son territoire. Il se plaisait à imaginer qu'elle hurlât ainsi « Cet homme formidable est le mien !» Et cet homme formidable, c'était lui. Il se savait formidable, car il avait réussi à se faire aimer d'une femme formidable pendant plus de 65 formidables années. Elle le tenait aussi fermement que lors de leur balade en ville, en sortant du lycée. Elle s'accrochait à lui aussi fort que quand il déambulait dans les capitales d'Europe. Elle l'étreignait aussi fortement que lors de son premier accouchement. Elle le serrait aussi amoureusement que lors du mariage de leur fils aîné. Et elle était proche de son cœur
Il était aussi proche de son cœur que quand il fut meurtri en voyant partir sa mère pour son ultime voyage. Jessica était sa femme pour la vie, celle qu'ils avaient traversée ensemble, à une époque où aimer ne voulait, au fur et à mesure des années, plus rien dire. Alors que cette femme formidable s'agrippait délicatement à son bras fripé, il laissait dignement glisser sa main sur la rambarde, au cas où. Voilà. Et bien sûr, le reste de l'histoire parle de Jessica et de Philo. D'accord, en tout cas, merci, c'est un très beau passage. Vous voyez comme quoi les Antillais sont romantiques et savent en plus écrire des livres. Bon, vous n'allez pas nous lire un passage, ça va être trop sophistiqué, trop sociologie. Non. Alors, une dernière question. Quelle est l'animation que vous avez mis en place avec la maison d'édition? Je crois que c'est une présentation d'écrivains par semaine ou comment ça fonctionne? J'adore le regard. Oui, en fait c'est chaque semaine, il y a un auteur qui présente son œuvre. La semaine dernière, c'était Madame Birman, voilà. Cette semaine-ci, c'est Monsieur moi, Broussillon. La semaine prochaine, je crois que c'est moi, ouais, ça la va semaine d'après, c'est moi. Alors, donnez les dates que les gens puissent bien savoir. Vous vous présentez à partir de quand? Déjà ce soir. D'accord, à partir de ce soir à 18h, oui, à la Casa del Tango. Donc, juste à côté. Là où il y a le Lumière à Jarry. Donc, je présente l'ouvrage avec 2 animateurs, quoi. 2 personnes qui vont me questionner à propos de l'ouvrage. D'accord, donc c'est une fois par semaine? Non, ça c'est pour... Après, ce sont des émissions radio, c'est des signatures, etc. Mais ce soir, je peux présenter, mais toute la semaine, j'ai des activités. D'accord. Toute la semaine. D'accord. Bon, intéressant. Pareil, les activités, si on veut savoir, on se renseigne sur les réseaux sociaux éditionnement. D'accord. Vous, c'est quand Alors, il y aura donc un premier événement le 8 août à 18h au spot à Jarry. Bon, tout le monde a écrit le 8 août. Le 8 août au spot à Jarry. Alors, c'est de la poésie, mais comme ceux qui pourront effectivement lire le recueil, la rime est crépue, mais l'initiative et l'ambition aussi, donc on ne sera pas dans le cadre de ce qu'on a l'occasion de voir dans des événements littéraires. Donc, j'avais déjà fait un événement à l'Ewa pour donner un peu l'ambiance. Donc, il y a 3 éditions en fait sur le recueil. Il y a une édition donc Albion, l'édition crépusculaire et l'édition bacchanale. Et chaque événement que je vais faire vont reprendre aussi en fait chacune des thématiques en rapport avec les éditions. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il faut le dire. Ce sont 3 couvertures différentes qui ont été faites par 3 artistes qui m'ont fait l'honneur et l'amitié donc de faire ces couvertures. On va les mettre là. Hop, on va faire un coup de chiva. Vous allez m'envoyer ça, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Sans problème. Et donc, c'est Cédric Boucard, Anaïs Verspan et Dorolis qui vont chacun fait donc, une couverture, ainsi que NS Pépin, Max Ripon et Agneau Pimenté, qui ont chacun fait une préface. Donc, l'idée vraiment de répétition de l'œuvre sur chaque édition. Et donc, l'édition que nous aurons, donc l'événement que nous aurons le 8 août à 18h au spot sera donc dans cette ambiance Albion, donc londonienne, où il y aura donc un DJ. J'avais déjà fait une première édition Albion où il y avait DJ, bar à champagne, etc., karaoké poétique. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir une soirée littéraire plan-plan avec moi assis qui lit de ma poésie et puis qui signe des autographes. C'est vraiment engager le public et le faire entrer dans un univers un peu différent et le surprendre aussi sur ce que j'aurais à lui proposer. D'accord. Et vous, du coup, c'est quand l'événement? Quelle date? Moi, je n'ai pas d'événement particulier pour la bonne raison, Rabastère, etc. Oui, vous m'avez dit. Moi, je ne compte pas de toute façon faire de dédicaces, à part bien sûr la librairie, comme ça se fait d'habitude, mais je ne compte pas faire d'événements à part si c'est à Bastère. Je commencerai d'abord évidemment par ma ville. Par contre, ça sera beaucoup sur Internet, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je compte faire des Facebook Live, je vais faire une émission en fait virtuelle, enfin dématérialisée en quelque sorte. Et là, ça sera pendant la semaine, ça sera des vidéos qui seront mises et un Facebook Live qui sera fait à ce propos.
D'accord, en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à notre émission. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir ces ouvrages et que vous allez courir les acheter, regarder un petit peu de toutes les façons. Vous pouvez revoir le replay. Et pour les informations, toujours hashtag Entreproms, donc sur les réseaux sociaux. Et vous aurez toutes les informations à partir de demain. Sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne semaine. Au revoir.